Un policier raciste arrête à tort un Navy SEAL noir au tribunal jusqu'à ce qu'il appelle le Pentagone. Darius Langston franchit le cadre de sécurité rouillé du palais de justice du comté de Kingsley, son uniforme de Navy SEAL repassé avec une telle précision qu'il semblait avoir été repassé par le poids du silence et du souvenir. Ses bottes, noires de jais et brillantes, frappèrent le sol carrelé avec un rythme inflexible. Il marchait comme un homme encore en formation, comme si les murs de la salle d'audience n'étaient qu'un autre terrain hostile qu'il s'était entraîné à parcourir. Des murmures agitaient le fond de la salle comme des feuilles mortes au vent. Des journalistes se rassemblaient, leurs blocs-notes tremblants, les photographes figés au milieu de l'objectif, attendant de saisir quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Mais Darius ne les regardait pas, son regard ne quittait pas le banc du juge, et sa foulée ne faiblissait jamais. Il se déplaçait comme quelqu'un en mission, mais cette mission ne portait ni médaille, ni drapeau, ni cérémonie. Seul le poids de la justice, à moitié mort et essoufflé. La salle d'audience était étouffante, l'air lourd d'un mélange de café, de sueur et de méfiance. Chaque banc en bois semblait trop étroit, trop usé par des décennies d'injustice passées dans ces allées. Le ventilateur de plafond tournait lentement, indifférent à la chaleur qui montait en dessous. Darius sentait l'énergie palpiter dans la foule, tension, suspicion, curiosité. Il n'était pas venu pour eux, il était venu pour une seule raison, témoigner en faveur d'Amir Stokes, un adolescent noir de 17 ans, calme et intelligent, aujourd'hui poursuivi pour agression présumée sur un policier. Cet agent était le sergent Brent Hollis, un nom murmuré comme une menace dans les quartiers noirs du comté de Kingsley. Un homme connu pour interpeller des jeunes hommes pour des raisons comme « vitres trop sombres » ou « marche suspecte la nuit ». Son casier judiciaire semblait vierge sur le papier, mais quiconque vivait à moins de 5 pâtés de maison de sa patrouille savait qu'il n'y avait rien de tel. Des caméras piétons qui se déclenchaient au bon moment. Des plaintes qui disparaissaient devant les commissions d'enquête. Des témoins réduits au silence sous les menaces ou disparus dans des formalités administratives. Darius avait vu pire que la corruption. Il avait affronté dictateurs et seigneurs de guerre, mais là, c'était une trahison. Non pas d'un code étranger, mais du pays qu'il portait brodé sur sa poitrine. Le comté de Kingsley n'avait pas besoin de chars ni de missiles pour détruire des vies. Il avait la salle d'audience. Alors que Darius s'approchait de l'avant de la salle d'audience, il aperçut un éclair d'œil qui l'observait depuis le banc des procureurs. Le procureur, Reuben Hallis, un homme aux cheveux gominés et au visage si répété qu'il aurait pu être imprimé sur un panneau d'affichage, était assis, un léger sourire narquois au coin des lèvres. Il n'était pas là pour débattre des faits, mais pour contrôler l'image. Darius connaissait son espèce. Alice avait été recrutée au sein de l'équipe consultative du gouverneur l'année dernière, après que le gouverneur Alan Renshaw eut promis de renforcer la discipline de voisinage lors d'une campagne télévisée pleine de sifflets à chiens. Renshaw, le même homme dont les courriels avaient fuité quelques mois plus tôt, des courriels qualifiant les communautés noires de risques statistiques et proposant la privatisation des contrats pénitentiaires pour la stabilité économique. Ces courriels avaient provoqué une vague d'indignation nationale. Brève, acerbe, mais vite étouffée par des manchettes plus récentes et des controverses plus opportunes. Et voilà qu'ils étaient de retour, jouant aux échecs avec la vie des gens, utilisant le système judiciaire comme échiquier. Le juge, Arthur Bellamy, était assis tel un dieu au-dessus de la salle d'audience. Son visage était gravé dans la pierre, chaque expression aussi indéchiffrable que les livres de droit alignés sur les murs derrière lui. Ancien procureur lui-même, Bellamy avait l'habitude de prendre le parti des forces de l'ordre, quelle que soit la fragilité des preuves. Dans une affaire, il avait rejeté des résultats d'analyse ADN comme non concluants, parce que l'agent qui avait procédé à l'arrestation avait fait une déclaration crédible. Cet agent avait ensuite démissionné, accusé d'avoir fabriqué des preuves. Bellamy restait juge. Darius avait déjà prédit les obstacles, mais aucun d'eux n'avait d'importance maintenant.
parce qu'il y a 2 semaines, il avait vu quelque chose qui avait tout changé. Cette nuit-là était censée être calme. Darius venait de quitter une collecte de fonds pour les vétérans en ville, un de ces événements raffinés où les donateurs sirotaient dans de fins verres et applaudissaient poliment chaque fois qu'on mentionnait le drapeau. Il portait son uniforme ce soir-là aussi, non pas par désir de reconnaissance, mais parce que parfois l'uniforme était une armure, pas physique, mais sociale. Il rentra chez lui vitre baissée, l'air de fin d'été s'engouffrant, espérant retrouver son appartenance à ce qu'il avait autrefois appelé son foyer. Puis vinrent les gyrophares, une voiture de patrouille blanche, garée sur une route secondaire. Un adolescent se tenait devant sa voiture, les bras levés, le visage blême. Le sergent Brent Hollis avait la main sur le col du garçon, aboyant des ordres et se secouant comme un punching ball. Darius se plaça sur l'épaule, sortit et s'approcha calmement. Il n'éleva pas la voix, il ne brandit pas d'arme. Il demanda simplement quelle était la situation. Hollis se retourna les yeux plissés. « Reste en dehors de ça », lança-t-il sèchement, ne reconnaissant pas Darius dans l'obscurité. Darius sortit sa carte d'identité militaire et la tint de manière à ce que le badge reflète la lumière. L'espace d'1 seconde, le visage de Hollis changea. Il pâlit. Mais aussitôt, son arrogance suffisante revint. « Ça ne te donne pas le droit d'interférer », murmura-t-il avant de pousser le garçon vers la voiture avec une force brutale. Le garçon s'appelait Amir. Plus tard dans la soirée, Darius conduisit Amir et sa mère aux urgences. Elle lui demanda, non, le supplia, de témoigner si jamais l'affaire était portée devant les tribunaux. Sa voix tremblait, mais ses yeux, immobiles. C'étaient les mêmes yeux que ceux que Darius avait vus sur le champ de bataille, des yeux qui avaient trop vu, trop enduré. Au début, Darius hésita. Il y avait des limites, des règles d'engagement, même dans la vie civile. Mais l'image de la lèvre craquelée d'Amir, la marque sur sa joue, la façon dont il fixait le sol comme si c'était plus sûr que de croiser le regard de qui que ce soit, tout cela resta. Elles s'insinuèrent dans les rêves de Darius. Alors, il dit oui. Mais le système, corrompu, rodé et empoisonné, avait ses propres motivations. Dans la salle d'audience, le procureur se leva le premier, faisant signe de bloquer le témoignage de Darius, au motif qu'il n'était pas un témoin oculaire direct de l'agression présumée et que sa présence pourrait compromettre l'objectivité juridique. L'argument était mince, presque transparent. Mais le juge Bellamy se pencha en avant, parcourant les documents de la requête avec un sérieux performatif, puis déclara le témoignage irrecevable. « Du oui-dire », statua-t-il, même si chacun savait que la vérité n'était pas l'enjeu de cette affaire. Darius serra les poings sous la table. Il savait qu'il pouvait contester la décision, demander un réexamen, mais il savait aussi à quel jeu on se jouait. Et puis c'est arrivé. Un huissier, au cou épais et au visage rouge, s'approcha d'un pas lent et posé. Il se pencha et murmura, à peine audible, mais juste assez fort pour troubler l'atmosphère entre eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour ingérence dans une enquête policière. » L'espace d'un instant, la pièce sembla irréelle, trop silencieuse, comme le silence précédant une explosion. Darius se leva, calme comme toujours, chaque mouvement maîtrisé. Il ne regarda pas le juge. Il regarda droit devant lui, la voix mesurée mais sèche. Sous quelle autorité? Personne ne répondit. L'huissier attrapa les menottes. Des halètements parcoururent la pièce comme des répliques sismiques. Les journalistes lâchèrent leurs stylos. Même les doigts du sténographe s'immobilisèrent en plein milieu de la frappe. Personne n'osa parler, pas même Amir, assis au fond, les yeux écarquillés et une main tremblante sur la bouche. Les menottes claquèrent autour des poignets de Darius avec une finesse surnaturelle. Même en territoire ennemi, il ne s'était jamais senti aussi trahi. Un Navy SEAL décoré, extirpé d'un tribunal non pas pour avoir enfreint la loi, mais pour avoir tenté de la faire respecter. L'ironie était trop crue pour être poétique. Il sortit sans résister, les épaules droites, la mâchoire serrée. Mais au fond de lui, quelque chose s'était brisé, non pas par la défaite, mais par la détermination. Ce n'était pas fini.
Il pensait que l'éliminer mettrait fin à la menace. Il ne réalisait pas qu'il avait accès à quelque chose que personne dans cette pièce ne pouvait faire taire, car ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas prévoir, c'est qu'un seul appel, un seul, ferait voler en éclats tout ce qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Mais pour l'instant, il marchait, menotté et encerclé, tandis que les portes du tribunal se refermaient derrière lui. Non pas comme un homme brisé, mais comme quelqu'un qui se prépare à la prochaine attaque. La cellule était petite, froide et enveloppée d'ombre, qui s'étendait sur le ciment fissuré, comme les fantômes de tous ceux qui s'étaient assis à cet endroit précis, attendant une justice qui n'est jamais venue. Darius Langston avait survécu à pire, jungles hostiles, prisons étrangères, sites secrets où son nom n'existait pas et où ses cris se perdaient dans la pierre, mais ce silence le glaçait plus que n'importe quel déploiement hivernal. Ce n'était pas le calme de la solitude, c'était stratégique, inquiétant. Il était devenu un néant. Pas de couverture médiatique, pas de nouvelles judiciaires. Même le garde qui lui avait apporté sa nourriture ne le regarda pas dans les yeux. Comme si quelqu'un l'avait effacé en temps réel, arraché son fil conducteur au récit national et l'avait jeté au feu. Il était assis au bord de la couchette en acier, les coudes sur les genoux, les poings serrés. Le mur de béton devant lui était piqué et usé, un coin noirci par la moisissure. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait pas des souvenirs, il voyait des schémas, des mouvements, des renseignements. Car ce n'était pas seulement une injustice, c'était une stratégie, une opération silencieuse menée sur le sol national. La salle d'audience n'avait été qu'un théâtre, rien de plus. Une diversion. La véritable opération était plus profonde, plus sournoise et bien plus dangereuse. À la surface, dans le sous-sol oublié du palais de justice, autrefois abri anti-aérien pendant la guerre froide et aujourd'hui transformé en salle de réunion officieuse. Les véritables architectes du silence de Darius se blottissaient sous une faible ampoule vacillante. La table était éraflée, les coins métalliques ternis par le temps, mais les documents étalés dessus étaient frais et sentaient encore le tonner. Le juge Bellamy se pencha, le poids des années rendant sa respiration laborieuse. Il fronça les sourcils tandis qu'il parcourait à nouveau les déclarations, secouant légèrement la tête. Le gouverneur Renshaw se tenait debout, une main dans la poche de son manteau, l'autre tapotant sa cuisse. Il n'était pas inquiet, il calculait. Le commissaire Walter Hensley, en revanche, semblait ne pas avoir dormi. Il s'essuya la mâchoire, la voix rauque, tandis qu'il se penchait plus près. Il leur rappela que Langston n'était pas un simple militaire orgueilleux. Ce n'était pas un type qui publiait des photos de camps d'entraînement sur Instagram et se qualifiait d'élite. Darius était un agent de reconnaissance spéciale. Habilitation du Pentagone. Dossier réservé aux visiteurs. Mission enfouie sous des couches de paperasse auxquelles même la plupart des sénateurs n'avaient pas accès. Les doigts de Hensley tremblaient, tandis qu'il traçait une ligne du rapport du bout de son stylo. Ce gamin que Langston défendait, celui malmené par Hollis, était un raté de routine, un enfant des rues facile à épingler, le genre d'affaire qu'Hensley avait enterré une douzaine de fois sans conséquence. Mais Langston le voyait, et s'il parlait, ses dossiers scellés seraient retirés. Affaires internes, commission des droits civiques, la presse, il n'avait pas besoin de le dire à voix haute. Tout serait révélé. Renshaw rompit enfin le silence, d'une voix basse et neutre. Assurez-vous qu'il ne parle pas. De retour dans sa cellule, Darius fit les 100 pas. C'était presque de la mémoire musculaire maintenant. 12 pas des toilettes à la porte, demi-tour, 12 pas en arrière. Il se déplaçait comme un soldat en patrouille, le regard alerte, la poitrine serrée. Il sentait encore la tension dans son épaule depuis sa dernière mission à Kandahar, celle où il l'avait ressorti d'une planque du cartel avec 2 côtes fêlées et sans renfort. Mais là, c'était plus lourd, parce que ce n'était pas un territoire étranger. Ce n'était pas la guerre, c'était chez lui. Il pensa à son père, un sidérurgiste de la vieille école qui ne se fiait
ni au costume, ni au titre. Il avait dit un jour à Darius que les mains les plus sales désignaient généralement les doigts les plus propres. Il avait ri à l'époque, ne riait plus maintenant. Le claquement d'une porte le tira de ses pensées. Des pas résonnèrent, posés, posés. La porte grinça et Reggie Darnell entra, son manteau encore humide de la tempête, sa cravate desserrée comme un homme essayant de s'accrocher à sa dignité dans un monde qui s'effondre. Sa mallette semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Ses yeux aussi. Reggie s'assit sur le tabouret en métal, posa sa mallette par terre et resta silencieux au début. Il se contenta de regarder Darius comme s'il ne savait pas par où commencer. Darius le devança. Ils ont les mains pleines, n'est-ce pas? Reggie expira et hocha la tête. Il expira et exposa la vérité en morceaux. Pas d'audience de mise en liberté sous caution. Pas de date de mise en accusation. L'agenda du juge Bellamy soudain trop chargé. Le procureur hors de portée. Même le greffier, son cousin marié à la sœur de l'agent Hollis, était devenu muet. Chaque tentative de motion avait été repoussée, marquée de vagues annotations. Habilitation de sécurité en attente, chevauchement de juridiction fédérale, risque potentiel pour l'intégrité nationale. « Il te qualifie de menace », marmonna Reggie en se frottant les tempes, pour avoir utilisé une identité classifiée lors d'une altercation civile. Darius ne broncha pas. « C'est un mensonge. » Reggie acquiesça, mais le mensonge avait des racines. Et ces racines s'étendaient à chaque bureau, chaque couloir, chaque salle d'audience qui aurait dû servir la justice et qui, au contraire, était au service du pouvoir. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un vieux téléphone à clapet. Pas de suivi du signal. Pas de reconnaissance faciale. Juste des numéros et le silence. « Il reste un appel », lui dit Reggie. « Fais en sorte qu'il compte. » Darius fixa l'appareil en plastique comme s'il s'agissait d'une relique d'une autre vie. Puis il l'ouvrit, les doigts fermes comme la pierre, et composa le numéro dont il pensait ne plus jamais avoir besoin. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Puis l'opératrice répondit, la voix sèche et formelle. « Opération du Pentagone. » Il s'identifia par son grade, son badge et son code d'autorisation. Chef des SEAL Darius Langston. Badge 1127A. Autorisation Alpha Golf 43 Delta. La ligne marqua une pause. 1 seconde, trop longue. Puis, le ton changea. La voix de l'opératrice perdit sa froideur. « Oui, monsieur. » « Quel était votre statut ?» Darius fut bref. « Détenu illégalement. Accusation civile fabriquée de toutes pièces. Demande de réexamen immédiat. » Une autre pause. Puis, « Compris. Envoi du colonel Briggs. Restez tranquille. » Il claqua le téléphone. Sa mâchoire était serrée. Non pas de peur, mais de détermination. Il regarda Reggie, qui se redressait, les yeux écarquillés par une lueur d'espoir qui n'était pas présente à son arrivée. « Ne vous inquiétez pas, » marmonna Darius, sa voix comme du gravier trempé de résolution. « Je ne vais nulle part. » Et il n'y allait pas. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de laver son nom. Il s'agissait de faire éclater au grand jour chaque mensonge rouillé. S'ils voulèrent le silence, ils avaient choisi la mauvaise personne. La tempête n'arrivait pas, elle était déjà là. Et il en était l'œil. 3 SUV noirs percèrent le silence matinal, tels des lames sombres glissant au cœur du comté de Kingsley. Ils arrivèrent à 6h43 précises, leurs pneus crissant sur le gravier, leurs phares perçant la brume qui planait au-dessus de la prison de la petite ville. Le soleil n'était pas encore levé, mais l'air était déjà chargé de tension. La première porte s'ouvrit et le colonel Raymond Briggs en sortit, le poids de multiples guerres gravé dans chaque trait de son visage. Il était bâti comme un mur, larges épaules, mâchoire carrée, avec une présence qui suspendait le temps. Derrière lui, 2 assistants en uniforme suivaient en formation précise, et derrière eux se trouvait un civil en costume gris, sur mesure, badge visible au revers de sa veste, le conseiller juridique du ministère de la Défense. Pas de sirène, pas de haussement de voix. Juste le pouvoir en mouvement. Les adjoints locaux se figèrent, leur tasse de café à moitié levée, leur conversation matinale interrompue.
Il n'était pas habitué à ce genre de visiteurs, et certainement pas à des hommes qui marchaient comme s'ils détenaient l'autorité nécessaire pour bouleverser une ville. Briggs ne demanda pas son chemin. Il franchit l'entrée principale, ses bottes frappant le carrelage comme des coups de feu dans une cathédrale. Au bureau, un jeune sergent tenta de bafouiller quelque chose sur les procédures, mais Briggs se contenta de présenter un document, tamponné et signé à 4 endroits. 14 minutes plus tard, la porte d'acier s'ouvrit avec fracas et Darius sortit dans le couloir. Il avait l'air d'un homme qui n'avait jamais été enfermé. Toujours dans sa combinaison orange, son regard rivé sur celui de Briggs, empreint d'un mélange de gratitude et de détermination. Briggs hocha brièvement la tête, puis lui lança un paquet plié. Son uniforme, bleu marine, propre, repassé. En attente. Darius ne posa pas de questions. Il se transforma en silence, chaque mouvement précis, mécanique. Le tissu lui était familier, le rapprochant du sol. Le poids du trident sur sa poitrine régularisa son pouls. Il enfila ses bottes en dernier, les laçant comme s'il se préparait à une mission, et non à un tribunal. Lorsqu'il releva les yeux, le feu dans ses yeux était revenu. Ils ne se dirigèrent pas vers un refuge. Ils ne reculèrent pas. Briggs lui avait demandé s'il voulait faire profil bas, se regrouper. Darius refusa. Il n'avait besoin que d'un seul endroit, le palais de justice. Les SUV sillonnèrent la circulation matinale tel un convoi voué à l'échec. À présent, les rumeurs faisaient la une des journaux. L'implication du Pentagone avait fuité jusqu'à une poignée de journalistes et l'odeur du scandale les attirait comme du sang dans l'eau. Le chef des SEALs illégalement détenu titrait un titre. Le Pentagone intervient dans l'arrestation d'un SEAL, un autre. Des cars de reportage étaient déjà garés le long du pâté de maison lorsque le convoi s'arrêta, et les équipes de tournage se précipitaient, désespérées d'apercevoir l'homme au cœur de la tempête. À l'intérieur du palais de justice, la tension était palpable. Le procès du jeune homme que Darius avait défendu reprenait, et il ne se déroulait pas bien. Sans le témoignage de Darius, la défense tâtonnait dans le noir, essayant de repousser les derniers arguments de l'accusation. Le jeune homme était assis à la table de la défense, les yeux creux, la peau pâle, les jointures crispées sur le bord de la chaise. Sa mère était assise derrière lui, priant à voix basse, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le juge Bellamy, qui présidait de nouveau, arborait le masque de l'impartialité, même si chaque mot qui sortait de sa bouche semblait forcé, tendu, comme répété dans une arrière-salle pleine de miroirs. Il fit un signe de tête au procureur, signalant qu'il était temps de conclure l'affaire. Mais les portes s'ouvrirent brusquement avant que l'homme ne puisse parler. Toutes les têtes se tournèrent. Darius entra dans la salle d'audience en uniforme, ses médailles scintillant sous la lumière stérile. De chaque côté de lui marchaient le colonel Briggs et les 2 officiers du JAG, impeccables et indéchiffrables, tels des émissaires d'une cour supérieure. Le bruit de leurs bottes résonna comme le tonnerre dans la salle. Des exclamations s'élevèrent de la galerie. L'avocat de la défense resta sous le choc, la bouche légèrement ouverte. Même les doigts de la sténographe se figèrent au-dessus de ses touches. Darius se dirigea vers le centre de la salle d'audience, sans s'arrêter, s'arrêtant à quelques mètres du banc du juge. Sa voix était ferme, inébranlable, résonnant dans la salle sans amplification. Il s'apprêtait à présenter de nouveaux éléments de preuve en tant que témoin fédéral au procès. Ces mots transpercèrent l'attention comme une lame de rasoir. Les yeux du juge Bellamy s'écarquillèrent d'inquiétude. Il se leva trop vite, sa main renversant le verre d'eau sur son bureau. Il tenta de protester, insistant sur le fait que Darius n'avait aucun statut, aucune reconnaissance devant son tribunal. Mais il ne parvint pas à prononcer la sentence. L'un des officiers du JAG s'avança. Son ton était sec, formel, chirurgical. Cette salle d'audience était désormais sous enquête fédérale pour des allégations de corruption judiciaire. Le juge Bellamy reçut l'ordre de se retirer dans l'attente d'une enquête immédiate. L'autorité était réelle. Un décret, signé par le secrétaire à la défense et ratifié par le procureur général quelques heures auparavant. Un marshal fédéral sortit des coulisses, s'approcha du banc
et fit signe au juge de quitter la salle. S'ensuivit un chaos total. L'équipe de l'accusation explosa de protestations, brandissant requêtes et citations, mais plus personne n'écoutait. Les médias avaient envahi le couloir, leurs caméras diffusant désormais en direct la scène dans le sang national. Le public regardait. La mère du garçon s'effondra sur son siège, sanglotant ouvertement, ses prières devenant des remerciements murmurés à l'oreille de personne en particulier. Son fils fixait Darius comme s'il venait de voir un miracle traverser le feu. Au fond de la salle d'audience, le sergent Hollis se leva, le visage pâle, les yeux rivés vers la sortie. Il pensait pouvoir s'échapper dans le chaos, sans se faire remarquer, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais pas cette fois. 2 agents fédéraux l'interceptèrent à la porte, lui barrant le passage. L'un d'eux lui tendit une copie du mandat d'arrêt. Hollis était placé en garde à vue. Les chefs d'accusation, agression, mauvaise conduite, obstruction à la justice. Et, plus récemment, falsification de preuves, parce que la vidéo avait fait surface. Les écrans de la salle d'audience s'allumèrent lorsqu'un des agents du JAG inséra une clé USB dans le terminal du tribunal. Un horodatage apparut à l'écran. La vidéo de la caméra embarquée, signalée comme « perdue », était maintenant diffusée avec une netteté saisissante. Elle provenait d'un lanceur d'alerte silencieux, quelqu'un au sein du commissariat, ému par la soudaine couverture médiatique et l'attention débordante, avait pris le risque d'envoyer le dossier par courriel à un groupe de surveillance de Washington. Le groupe l'avait transmise directement au ministère de la Défense. La vidéo était accablante. On pouvait voir Hollis tirer le garçon hors de la voiture avec une force excessive, le plaquant contre le capot. Le garçon hurlait, demandait de l'aide. Sa voix se brisait tandis qu'il plaidait n'avoir rien fait. Hollis le frappait, à 2 reprises. Derrière eux, hors champ, on entendait la voix de Darius hurler à Hollis d'arrêter. Le son était clair. C'était sans équivoque. Et la vérité était indéniable. La salle entière se tut. Même l'accusation, stupéfaite, resta assise. L'avocat de la défense se leva enfin, les épaules droites, la voix sans tremblement. Il demanda le renvoi immédiat de l'affaire, invoquant les nouveaux éléments de preuve et une faute grave. Le siège du juge était vide, le marteau était inutilisé, mais la justice avait déjà commencé. Alors que Hollis était menotté et conduit par l'arrière, le garçon resta immobile, ni soulagé, ni jubilatoire, tout simplement abasourdi. Comme quelqu'un qui se noie depuis si longtemps, il ne reconnaissait plus l'air. Sa mère l'entoura de ses bras, sanglotant contre son épaule. Darius se tenait au centre de la pièce, toujours en uniforme, les yeux rivés sur le garçon. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il hocha simplement la tête, tel un soldat confirmant une mission accomplie. Le vent ne tournait plus. Il avait tourné. L'enquête fédérale ne s'arrêta pas aux marches du tribunal. Ce qui avait commencé comme une intervention d'urgence, pris de l'ampleur, se transforma en quelque chose de plus précis. Un audit de grande envergure qui ravagea le comté de Kingsley comme une tempête attendue depuis longtemps. Des enquêteurs en veste bleu marine envahirent le palais de justice et les bureaux du comté. Des cartons de dossiers scellés furent examinés quotidiennement, dossier par dossier, affaire par affaire. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement de la négligence, mais un pourrissement systémique. Plus d'une douzaine de condamnations liées au tribunal du juge Bellamy furent signalées au cours des 2 premières semaines. Certaines concernaient des mineurs, principalement des garçons noirs et métis, condamnés bien au-delà de ce que justifiaient les accusations. D'autres ont pointé du doigt des pratiques flagrantes de dissimulation, requêtes de la défense rejetées sans examen, preuves perdues et témoignages manipulés à huis clos. Il ne s'agissait pas seulement d'un juge incompétent, il s'agissait d'une machinerie truquée pour punir, alimentée par le silence et le profit. Le juge Bellamy a démissionné avant que l'enquête ne puisse se réunir pleinement. Il a publié une courte déclaration invoquant des problèmes de santé personnelle et des déformations. Mais le public n'a pas été dupe. En quelques jours, des images de lui embarquant dans un jet privé sans bagages, à destination d'une destination inconnue, ont circulé.
Cela n'a pas empêché l'audit. Ces dossiers judiciaires ont été saisis. Chaque décision a été passée au peigne fin. Les conclusions ont été accablantes. Il avait maintenu des contacts étroits avec plusieurs personnes liées aux opérations des prisons privées. Les communications avaient été effacées des serveurs du comté, mais récupérées à partir d'un système fédéral miroir. Et puis, il y a eu la fuite. Un informateur fédéral, opérant sous scellé, a fourni aux enquêteurs un dossier de courriel crypté. On y trouvait des échanges entre Bellamy et le bureau de campagne du gouverneur, des demandes, des faveurs et des allusions informelles à la nécessité de maintenir les effectifs dans les districts liés aux intérêts du lobbying pénitentiaire. Des rapports financiers reliaient les fonds de campagne à des entrepreneurs qui profitaient de chaque nouvelle admission dans un établissement pour mineurs. Les documents étaient accablants. L'image était encore pire. Le bureau du gouverneur s'est démené, publiant des communiqués sur des problèmes de communication, des donateurs non affiliés, des malentendus avec des tiers. Mais il était trop tard. La trace numérique ne pouvait être effacée. La presse, déjà en ébullition, tenait désormais plus qu'un scandale. Elle avait une carte. Hollis, quant à lui, n'a pas connu une sortie tranquille. Il a été inculpé par un grand jury fédéral pour usage excessif de la force, obstruction à la justice et falsification de rapports officiels. Personne n'a pris sa défense. Même son service a pris ses distances. Il était assis, voûté, dans une combinaison orange, dans un autre palais de justice, sans caméra cette fois, sans journaliste posant des questions à corps et à cri, juste le silence, juste le poids des accusations et les images désormais diffusées en classe dans le cadre de la formation à la réforme de la justice pénale. Sa chute n'était ni héroïque ni dramatique. Elle était juste oubliée, le genre de chute où personne ne regarde en arrière. Dans les mois qui ont suivi, Darius est devenu plus qu'un soldat. Il est devenu une voix. Cité pour témoigner devant une commission sénatoriale de surveillance sur la corruption systémique dans les systèmes judiciaires des États, il s'est présenté, vêtu de sa tenue de cérémonie, devant un panel de politiciens de carrière, le visage impassible derrière des micros polis. Ils posèrent des questions avec délicatesse, voilant leurs propos dans un jargon juridique. Mais Darius n'a pas bronché. Il a cité des noms. Il a décrit, avec force détail, la nuit où il s'est tenu dans cette salle d'interrogatoire, dépouillé de son grade et de sa voix, non pas parce qu'il avait enfreint la loi, mais parce qu'il avait refusé de garder le silence. Il a soumis des documents. Des chaînes de courriels autrefois expurgées sont maintenant lues à voix haute. Il a établi des chronologies, mis en lumière des incohérences, révélé comment les systèmes locaux avaient été laissés à l'abandon sous les angles morts du gouvernement fédéral. Une partie de ces révélations n'était pas censée être révélée au grand jour. Des passages de son témoignage ont dû être expurgés. Les sénateurs ont tremblé sur leur siège lorsqu'il a cité des directives venues de plus haut que quiconque n'osait l'admettre. Darius savait ce qu'il risquait. Son habilitation, sa carrière, sa position au sein d'une structure militaire où la chaîne de commandement était sacrée. Mais il avait prêté serment, pas seulement de suivre, de protéger, et parfois, la protection ne venait pas de l'extérieur. Parfois, elle devait venir de l'intérieur, de la corruption qu'on éliminait avant qu'elle ne se propage. Il a reçu des avertissements subtils, des réunions soudainement annulées, une offre de transfert qui semblait trop commode, des murmures dans les couloirs. Mais rien de tout cela ne l'a ému. Il a continué à parler. Lorsque les caméras étaient éteintes, il a visité des centres pour mineurs, où les noms inscrits sur des dossiers poussiéreux avaient désormais des visages. Il a rencontré des familles dont les fils avaient perdu des années dans des systèmes conçus pour les oublier. Il leur serra la main. Il écouta. Et il se souvint. Le garçon qu'il avait défendu ne revint pas au tribunal. Son affaire avait été classée sans suite, son casier judiciaire fermé. Il retourna à l'école cet automne-là, nerveux mais déterminé, son nom circulant encore dans les médias, malgré les efforts de sa famille pour le protéger.
Pendant un temps, il ne fut qu'un adolescent parmi tant d'autres, en pleine intégration. Mais il savait qu'on lui avait offert quelque chose de rare, une nouvelle chance. Le chemin ne serait pas facile. Le traumatisme ne disparut pas grâce au gros titre. Mais il avançait, et c'était important. Des mois après le procès, par une froide matinée où les feuilles rougissaient dans le ciel, une équipe de télévision locale capta un moment de silence dans la cour de l'école. Le garçon se tenait juste devant l'entrée principale, vêtu d'une veste bleu marine trop grande pour sa silhouette mince. Sa posture était incertaine, la nervosité encore palpable, mais son regard était plus clair. Darius était arrivé ce matin-là, sans prévenir, et le garçon s'était avancé vers lui d'un pas prudent, ses camarades de classe le regardant depuis les portes. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement la M.